Monsieur Barnabé Kikabin Karobi, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous recevoir à Kinshasa. Vous êtes ambassadeur dans votre État et dernier conseiller diplomatique du président Joseph Kabila. Comment se sent une année après avoir quitté les affaires? Écoutez, moi je me sens très bien, dans ce sens que je suis rentré à mes vieux amours, qui sont l'enseignement. Je suis de profession professeur à l'université de Kinshasa, au département des sciences de la communication et de l'information, qui se trouve à la faculté des lettres. C'est ça mon métier. Mais de temps en temps, la politique me sort de la colline inspirée pour venir servir la nation en tant qu'ambassadeur, en tant que ministre et dernièrement en tant que conseiller diplomatique du chef de l'État. Je suis donc rentré retrouver mes étudiants, retrouver mes livres. J'ai mon nez plongé dans des livres maintenant en train de faire des recherches et chercher à faire des publications. Évidemment, vous êtes au Forum aussi au sein de la plateforme politique du président Joseph Kabila, FCC. Absolument. Je suis membre de cette plateforme politique. Je suis membre fondateur du parti politique PPRD et qui est dans cette plateforme politique FCC. Et nous sommes au four et au moulin dans ce sens que nous avons un nombre important de députés nationaux qui siègent à l'Assemblée nationale. Nous avons des ministres au gouvernement. Nous avons des gouverneurs qui dirigent la majorité des provinces de la République démocratique du Congo. Donc, je vous mentirais si je disais que j'ai quitté la politique. Nous continuons à suivre de près ce qui se passe dans notre pays. Et c'est ça qui nous interpelle un peu avec cette majorité. L'équilibre, c'est presque 20-80. On ne comprend pas pourquoi vous êtes allé vers une coalition alors que vous auriez été plus à l'aise dans une cohabitation. Le souci de voir le pays garder la stabilité que le pays vient de retrouver après tant de peines. Vous savez, le Congo, c'est un sous-continent, comme on le dit. 400 groupes ethniques, je n'aimerais pas les appeler des tribus, mais groupes ethniques, ce n'est pas peu. Alors, le président Kabila, si vous regardez bien son cheminement, depuis les élections de 2006, a toujours cherché à rassembler les Congolais. Il a gagné les élections en 2006, il n'a pas pris un membre de son parti, le PPRD, comme Premier ministre. Il a pris Gizenga, qui, un, est originaire de l'ouest du pays, deuxièmement, était président d'un parti politique qu'on connaît, le PALU. Comme le Gizenga, paix à son âme parce qu'il nous a déjà quittés, était fatigué, il s'est fait remplacer par un autre membre du PALU, Adolphe Muzito. Et puis par la suite, il y a eu Matata et tout ça. Bon, voilà, c'est par souci de rassembler le pays que le président Kabila a gouverné ainsi. C'est pourquoi, avec l'alternance qui a eu lieu en 2018, il était impératif que nous puissions garder cette stabilité. Raison pour laquelle l'ancien président de la République, le sénateur à vie Joseph Kabila, nous a instruit, nous, sa famille politique, malgré le fait que nous avions cette majorité parlementaire, de composer, d'aller en coalition avec celui qui a été élu au suffrage universel par le peuple congolais, entendez par là, Félix Tshisekedi. Alors, bien qu'il n'ait que 40 députés au Parlement, nous avons plus de 350. Nous sommes en coalition, au lieu d'aller en cohabitation, nous sommes en coalition pour que le Congo puisse garder l'équilibre que nous avons retrouvé depuis que nous avons mis fin à la guerre en 2003. Alors évidemment, M. Kikaya, si on regarde une année après, les soubresauts, il y a des crises qui arrivent, est-ce qu'une année après, vous êtes encore prêt à défendre cette coalition quand vos bases semblent le rejeter? Non, la coalition, c'est un bébé qui vient de naître. Quand les dents poussent, ça fait mal. Même un petit enfant, pour apprendre à marcher, il doit tomber combien de fois? C'est comme ça que nous, au FCC, nous comprenons les soubresauts actuels.
Il faut apprendre à vivre ensemble. À marcher ensemble. À marcher ensemble. Les deux leaders, le président Félix Tshisekedi et l'ancien président Joseph Kabila, s'entendent très bien. Maintenant, il faut que, au palier un peu plus bas, donc nous les collaborateurs, nous puissions traduire cette entente qui existe entre eux en actes. Et puis, ainsi de suite, descendre jusqu'aux militants. Ce n'est pas chose facile. Vos collaborateurs, vous avez du mal à traduire justement cette entente parfaite qui est au sommet. Vous savez, bien sûr, nous sommes une famille politique, mais au sein de la famille politique, il y a des gens qui ont des ambitions personnelles. Alors, il y a des gens qui, au niveau individuel, se sentent lésés, ont des petits problèmes, ils auraient bien voulu... Le positionnement? Par exemple, pourquoi pas? Ils auraient bien voulu, par exemple, être au gouvernement, mais on nous a demandé de garder un quota pour nos alliés du cash. Et par conséquent, on a dû demander à certains gens de laisser la place, hein, pour le bien supérieur de la nation. Alors, il y a des gens qui, n'est-ce pas, expriment cela d'une manière ou d'une autre. C'est la nature humaine. Mais n'empêche que dans la grande majorité, tout le monde comprend comment le bien fondé de cette coalition et pourquoi est-ce qu'il faut la laisser fonctionner, il faut la laisser réussir. Vous croyez vraiment qu'elle va tenir 5 ans, cette coalition? Je croise les doigts. Je croise les doigts. Aussi longtemps que les deux leaders seront décidés à ce qu'elle réussisse, elle tiendra. Mais si on veut être réaliste, vous n'avez pas l'impression aussi que c'est un petit jeu d'échecs? Vous savez, j'essaie de raisonner, n'est-ce pas, faire l'avocat du diable. À supposer que la coalition ne réussisse pas, quelle est l'alternative? L'alternative, c'est que le FCC, qui a la majorité au Parlement, va gouverner seul. Une cohabitation sur le modèle qu'on a connu en France, par exemple. Voilà. Ouais. Et ça va faire mal. Pourquoi? Puisque vous êtes aussi congolais. Bien sûr, mais ça va faire mal dans ce Vous avez peur de vous en occuper tout seul? Nous n'avons pas peur. Mais le Congo, je le répète, est un sous-continent. Oui. La première cohabitation, mais alors dure et difficile que nous avons eue, c'est le 1+4. Le 1+4. On en est sorti. Mais il y a eu la guerre à Kinshasa, n'oubliez pas ça. Hein. Il y a eu guerre entre l'armée régulière, qui était loyale à Joseph Kabila, et les soldats de M. Jean-Pierre Bemba. Ils se sont affrontés dans Kinshasa. Nous avons connu des hauts et des bas. Nous ne voulons pas en revenir à ça. Alors, maintenant, si une cohabitation, si nous avons du mal à vivre une coalition, à plus forte raison... Comme en ce moment. Voilà, à plus forte raison, une cohabitation. En ce moment, j'ai dit, c'est difficile, mais pas impossible. Nous sommes sur le droit chemin, nous sommes sur le bon chemin. Aussi longtemps que nos deux leaders s'entendent bien, je crois qu'il n'y a rien à craindre. Vous n'êtes pas allé un peu trop tôt à Kisontou, parce que quand vous avez fait le point sur cette coalition, vous n'avez pas vu venir les soubresauts actuels. Non, Kisontou et Lubumbashi d'ailleurs. Oui. D'abord, Lubumbashi, c'était le PPRD tout seul. Nous sommes allés faire une introspection. Vous voyez, nous étions le parti au pouvoir et nous avons perdu le pouvoir. Nous devrions analyser comment se fait-il que le peuple congolais, que nous on dirigeait seul de main de maître, nous ait tourné le dos et élu M. Tshisekedi. Donc c'est un exercice citoyen, moi je crois, tout à fait normal. D'accord. Et lorsque nous sommes revenus ici, il était question que nous nous mettions ensemble. Avec vos partenaires. Avec nos partenaires du FCC. Oui. Raison pour laquelle nous sommes allés à Kisontou, on voit la Lodge, informer nos partenaires sur les résolutions du conclave de Lubumbashi du PPRD, mais aussi pour voir ensemble quelle est la ligne de conduite à suivre à partir de maintenant. On ne voyait pas venir les soubresauts actuels, c'est normal, je répète, ce sont
des problèmes de, n'est-ce pas, du petit bébé qui vient à peine d'avoir 1 an, qui s'appelle Coalition Cash FCC. Mais bientôt, il va apprendre à marcher et avec la bonne volonté de tout un chacun. Et si nous mettons tous l'intérêt supérieur de la nation congolaise, vous verrez que tout ira bien. Mais vous savez bien que les médias internationaux, même locaux, ne vous aident pas, ne vous laissent pas les manières, puisqu'ils vous sortent tous ces problèmes de détournement de fonds, de corruption. Et je crois que ça s'est fait très mal pour une coalition comme la vôtre. Et ils font bien. Ils font bien. Pourquoi est-ce qu'on appelle la presse le 4e pouvoir? Ils font bien quand la presse remarque que quelque part, il y a une mégestion, il y a un détournement de fonds, et qui lance l'alerte, et qui dénonce cela, ben tant mieux. Mais tant mieux si on punit, si on agit contre ceux qui détournent. Je crois savoir que le président de la République a lancé déjà une mission d'enquête et a reçu d'ailleurs, si je ne m'abuse, l'inspecteur général des finances pour lui dire de voir clair ce qui s'est passé avec la gestion de certains projets qu'il avait lancés à son avènement au pouvoir. Et moi, j'ai confiance au président Félix. Et lorsque les responsabilités seront établies, il punira. Mais c'est derrière, il n'y a pas beaucoup trop de calculs. J'ai l'impression que, je reviens à ce que je vous ai dit, on joue au jeu d'échecs. À qui perd gagne? Ah non, je ne pense pas qu'on joue à qui perd gagne. La coalition FCC Cash est un partenariat gagnant-gagnant, pour utiliser le terme qu'on utilise en économie aujourd'hui. C'est un partenariat gagnant-gagnant. Et le plus grand gagnant de tout ça, c'est le peuple congolais. Parce qu'il faut nous éviter les situations que nous avons déjà connues dans ce pays. Vous savez, en 60, et c'est par là que ça a commencé. Lorsque le président Kasavubu démêle le premier ministre Lumumba, qui avait la majorité au Parlement, et entendait par là dissout le Parlement lésé démet le président Kasavubu, c'était le début d'une série de sécessions dans le pays, de rébellions qui ont fait mal jusqu'à ce que le président Mobutu prenne les rênes de ce pays en 1965. On se rappelle vos mises en garde? Ah, bien sûr. Bien sûr, il faut mettre en garde. Chaque fois, je crois que chaque citoyen congolais, à chaque fois qu'il perçoit un problème de cette nature, guetter la République démocratique du Congo, nous avons la responsabilité citoyenne de le dénoncer. C'est ce que j'ai fait la semaine dernière. Oui. Nous avons la responsabilité citoyenne d'avertir les tenants du pouvoir que, attention, ou sinon, nous serons tous accusés de non-assistance à personne en danger. Personne, entendez par là, la République démocratique du Congo. Parce que si le pays plonge encore dans une zone de turbulence, pour retrouver la paix, la stabilité que nous avons aujourd'hui, il faudra compter encore 20 ans. Parce que, voyez, de 1996 à 2018, combien de temps? Un des grands problèmes de notre pays, c'est celui d'avoir 9 voisins. Si vous regardez la carte du monde, il y a très peu de pays qui ont autant de voisins. Il n'y a que le Brésil, de l'autre côté de l'océan Atlantique, qui a autant de voisins que nous, plus la Guyane française. Donc ils en ont 10, il n'y a que eux. Alors, pour nous, ce qui est plus grave, c'est quoi? C'est que nous avons 9 voisins des pays, entre guillemets, pauvres, en richesse naturelle. Ils ont tous les yeux sur la République, braqués sur la République démocratique du Congo. Alors, à toutes nos frontières, on a ce genre de problème. Le problème à Beni, Butembo, Beni Bunia Butembo, on en parle parce que c'est vraiment exacerbé et ça a été doublé de cette épidémie d'Ebola qui a sévi là-bas. Alors, les pays voisins, puisque l'économie de cette partie de la République
est orienté vers l'Est plutôt, vers l'Est. Il y a beaucoup d'échanges dans ce qui est naturel. Oui. Alors les gens, il y a des gens, des aventuriers qui ont trouvé un moyen de s'enrichir, de venir piller nos ressources naturelles. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que nous sommes victimes du démantèlement de la Libye. Depuis que la Libye a été déstabilisée, le terrorisme mondial est en train de descendre, n'est-ce pas, vers l'Afrique centrale. Il y a AQMI, bien sûr, dans le Maghreb islamique, il y a Boko Haram jusqu'au Nigeria qui vient jusqu'au Cameroun, et puis il y a ce phénomène qui est venu par l'Est. Qui est venu par l'Est, bien sûr. Ce que je vous dis, c'est prouvé, parce que des gens qui ont été arrêtés et interrogés, mais on a arrêté des Somaliens, on a arrêté des gens d'Africains de l'Est qui viennent, qui construisent des mosquées, qui sont en train de, vraiment, ils sont en train de s'installer là-bas, pour la simple raison que c'est une région riche. Il y a le parc de la Garamba, par exemple. C'est des gens qui peuvent s'installer là-bas. Ils n'ont pas besoin d'être fournis en nourriture de l'extérieur. Il y a tout. Ils sont en train de... Et nous avons dénoncé cela avec notre diplomatie lorsque nous parlions qu'il y a une guerre asymétrique à l'est de la République démocratique du Congo, que si on y prend garde, va contaminer tout le continent. Heureusement maintenant, on nous écoute. Le président Félix a aussi décidé de prendre ce problème à bras le corps, et dans tous les forums, partout où il passe, il en parle. Et les FARDC ont été renforcés en moyens pour combattre le fléau, et avec l'aide de Dieu, j'espère que nous allons faire taire les armes là-bas, surtout que l'Union africaine aussi vient de décider que cette année, le thème principal de l'Union africaine, ce sera faire taire les armes en Afrique. Alors on va terminer peut-être par un aspect qui n'est pas visible, c'est l'emploi. Beaucoup de grandes entreprises qui ont fait l'histoire du Congo n'existent plus. Comment recréer de l'emploi, redonner du travail au Congolais? Vous savez, le social, en gros, en général, ça a été le côté faible du régime passé. Le régime passé n'a pas eu le temps de s'investir réellement dans le social, c'est-à-dire création d'emplois, création d'écoles, des hôpitaux et tout ce que vous voulez. Mais n'empêche, en stabilisant le cadre macroéconomique, on est parvenu à inviter au Congo des entreprises. Tous les grands miniers sont ici et ils ont créé l'emploi. Mais l'emploi dans un pays, c'est premièrement l'État. C'est premièrement l'État. Oui. Il faut qu'on puisse reconstruire l'État, comme on est en train de le faire. La fonction publique. Oui. Et le jour où l'enveloppe globale de la fonction publique, si le gouvernement parvient à arrêter l'hémorragie des taxes, de l'argent qui devrait aller dans des taxes pour que l'argent entre dans les caisses de l'État, je vous assure, la fonction publique, on va créer l'emploi de jeunes gens qui vont entrer dans la fonction publique et être déployés à travers la République pour qu'on sente l'État sur toute l'étendue de la nation. À ce moment-là, l'emploi, je crois que sera résolu. Le problème de l'emploi sera résolu. Mais pour le moment, nous sommes dans une phase qui ne permet pas à l'État de recréer l'emploi. L'emploi, entendez par là, la fonction publique. Mais en stabilisant le cadre macroéconomique, en maîtrisant l'inflation, en créant la stabilité et la paix à travers la République, on a fait venir, que ce soit les sociétés de télécommunications, Orange, Vodacom, Airtel, les grands miniers qui sont là, les compagnies brassicoles, tout ce monde-là, ils sont venus et ils ont créé de l'emploi.
mais ce n'est pas l'emploi pour vraiment satisfaire les besoins de ces pays en termes de, n'est-ce pas, trouver Oui, du mais travail. est-ce que justement par rapport à ceux qui sont là, on constate beaucoup d'emplois qui sont vraiment même pas durée déterminée, c'est du saisonnier, parfois du journalier. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'imposer à ces investisseurs un quota d'emploi pérenne? En effet, vous avez parfaitement raison, parce que les miniers qui arrivent pour le moment et toutes ces grandes sociétés qui arrivent, ils sont prudents, je dirais. Prudents dans ce sens que, aussi longtemps que le pays, ça nous appartient à nous les Congolais, aussi longtemps que le pays ne donne pas une visibilité sur 10, 15, 20, 30 ans, visibilité de stabilité, n'est-ce pas? C'est-à-dire, nous avons des institutions qui fonctionnent normalement, les investisseurs viendront, mais vont vraiment être tout près de leur argent et faire en sorte que si ça éclate, s'il y a un problème quelque part, qu'ils puissent récupérer leur argent et rentrer chez eux. Mais pour qu'on puisse leur imposer effectivement une création d'emplois, quand ils engagent un jeune homme de 24 ans qui sort de l'université, que ce jeune homme pense à passer sa vie dans cette entreprise et prendre sa retraite. Il fait ses cotisations. Et surtout quand il prend sa retraite, quand il a 65 ans, je ne sais pas quel est l'âge de la retraite ici, la compagnie puisse le payer tout le reste de sa vie. Mais ça, il faut une visibilité long terme. Et c'est ce que le président Kabila, et c'est ça son mérite, en organisant 3 cycles électoraux. Honnêtement, si on respecte la constitution de la République démocratique du Congo telle qu'elle existe, lorsque nous aurons, j'espère, le président actuel, c'est un jeune homme. L'ancien président, c'est encore un jeune homme. Je crois que le jour que nous aurons, et ça c'est mon souhait, 2 anciens présidents. Si le président Félix, si le peuple lui renouvelle sa confiance en 2023, il aura fait ses 2 mandats, il se retire. Nous avons 2 anciens présidents, et il y a un autre qui vient et qui prend la relève. Ben, je vous assure, à ce moment-là, on va commencer à dire que la RDC fait du chemin. Bon, Kikabin Karoubi, on ne va pas passer à côté de cet aspect. Il s'est murmure qu'il y aurait en route une révision constitutionnelle. Vous évoquez cette constitution qui laisse un grand boulevard, alors qu'en parlant du parcours de président Kabila, il y avait une volonté vers une réunification de plusieurs partis, votre plateforme qui est mastodonte, il faut le reconnaître. Est-ce qu'on pourrait aller vers une réduction du nombre de partis pour en faire quelques partis? Est-ce que vous serez partisan pour aller par exemple sur un modèle nigérian ou ghanéen où il n'y a que 2 ou 3 partis et ça limite un peu la dispersion? Mais ça se fait déjà d'une manière naturelle. Oui. La loi électorale oblige les partis politiques à fonctionner en regroupement, obligatoirement. Aucun parti politique ne peut survivre seul. Nous, le PPRD, qui a été créé en 2002, vous voyez, nous avons une longue histoire. Oui. Mais on n'est jamais parvenu à avoir plus de 120 députés aux élections. Tout seul. Impossible. Tout seul. Avec la proportionnelle, comme on l'appelle. Impossible. Obligé de s'allier à d'autres partis politiques pour pouvoir avoir une majorité au Parlement. Ça a été fait sciemment. D'accord. Alors, et c'est une bonne chose. Alors aujourd'hui, si on parle de partis politiques au Congo, on parle plutôt de plateformes politiques. Il y en a 3 ou 4. D'accord, oui. C'est Ça déjà, réduit l'espace. c'est déjà un début. C'est déjà un début. Il y a la plateforme FCC, plateforme Cash, plateforme Ensemble, plateforme Lamuka. Ce sont les 4 connus. Alors, ces grands ensembles, c'est le modèle congolais. Moi, je ne crois pas, si on parle de révision de la Constitution, je ne pense pas que ça, on puisse revoir cela. Non, non, ce n'est pas ça le problème. D'accord, on se dirige vers... Parce qu'il faut se dire que le vote au Congo, il est et il restera communautaire pendant longtemps. D'accord. Et communautaire, c'est une façon diplomatique ou pudique de dire tribal ou ethnique. Le vote reste tribal, ethnique et linguistique, s'il faut le dire. Les grands espaces linguistiques. Les 4 grands espaces linguistiques. Voilà, le vote, il reste
Ici, on ne vote pas encore idéologie. D'accord. On ne vote pas encore programme. Non. Ça viendra. Mais ce n'est pas le cas. Alors, mais la Constitution doit être revue obligatoirement. Mais lorsque le président Kabila était au pouvoir, nous avons essayé de parler de la révision de la Constitution, mais on était tout de suite soupçonnés de vouloir changer l'article 220. Tout le monde ne voyait que l'article 220 qui limite le mandat du chef de l'État à 2 mandats. Alors que la Constitution contient beaucoup de dispositions qui handicapent la marche de la nation. Peut-être parce que l'initiative est arrivée en fin de mandat. Là, on est en début de mandat, on n'entend pas cette volonté, justement. Je crois que le président en a parlé. Oui. Il en a parlé, je crois que... Et vous partagez en tant que partenaire. Absolument, absolument. Prenez, par exemple, l'exemple le plus facile, qui concerne d'ailleurs vos auditeurs qui nous écoutent dans la région parisienne, oui. C'est la double nationalité. Oui. Alors, la nationalité congolaise, selon la Constitution, est exclusive. On ne peut pas détenir 2 nationalités. Il y a un moratoire, nous fermons les yeux sur ces dispositions. Mais nous violons la Constitution chaque jour. Évidemment. Chaque jour. Donc il faut revoir la Constitution pour trouver une réponse à cette question. Accepter la double nationalité, comment le ferons-nous? Moi je me souviens, le constituant, parce que j'étais là quand on rédigeait cette Constitution, le problème c'était, encore une fois, le problème de nos voisins. Nos voisins, si vous donnez la double nationalité, il y a de ces pays-là voisins où tout le monde aura la nationalité congolaise. Ils seront congolais et rwandais, congolais burundais, congolais ougandais, congolais centrafricains. Alors, je crois que j'entends des gens qui commencent à dire non, nous pouvons donner la double nationalité aux ressortissants, disons, à ceux qui ont acquis, aux Congolais qui ont acquis la nationalité d'un autre pays, sauf les pays voisins. Vous voyez, on peut exclure les pays voisins, donc on peut être Congolais et Canadien, Congolais et Français, Congolais et Belge, mais pas Congolais et Centrafricains, ou Congolais et Zambiens. Je ne voudrais pas citer ceux que personne... Oui. Ou Congolais et Zambiens, Congolais et Angolais, non, on ne peut pas. Alors, ça fait partie des suggestions. Oui, c'est une suggestion. Oui. Mais voilà une disposition constitutionnelle qui énerve la marche de la nation. Bien sûr. Les assemblées provinciales sont constitutionnelles, mais ces assemblées provinciales nous ont amené beaucoup plus de misère que de bien. Faut-il garder... Ils sont amoureux, ils adorent l'émotion. Et elles sont budgétivores. Ouais, ça. Et elles sont là, elles gênent le gouverneur. Le gouverneur ne peut pas travailler, ils sont là. À chaque fois qu'il a un conflit avec un député provincial, il y a une motion. Alors, vous avez vu déjà, dans cette législature-ci, 3 ou 4 gouverneurs ont perdu leur emploi, enfin, leur mandat. Alors, il y a je peux vous citer plusieurs dispositions constitutionnelles comme ça, qui vont exiger, à un moment donné, qu'on se mette autour d'une table et qu'on examine clairement toutes les dispositions qui handicapent la bonne marche de la République démocratique du Congo. Vous dites à nos auditeurs qu'on n'ira pas toucher à ces articles qui les énervent. Mais ça, nous pouvons nous entendre déjà pour ce qui est de l'article 220. Voilà. C'est l'article 220 qui énerve. Qui énerve et qui nous empêche de revoir les articles qui nous handicapent. On peut dire que nous allons revoir la Constitution, sauf l'article 220, qui dit clairement que le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Point barre. D'accord. Alors à ce moment-là, c'est 10 ans. Vos 10 ans sont terminés. Si vous êtes élu 2 fois, vous devez partir. D'accord. Donc au moins, ça sera... Ça sera clair. Ah, au moins, ceux qui vous suivent, vous le diront. Alors, terminons quand même aussi par ce regard. Est-ce que vous comprenez cette animosité de la diaspora congolaise qui a accompagné les 18 ans quand même du pouvoir de Joseph Kabila? Parce que ça a été difficile aussi de parler, de s'adresser à cette diaspora. Est-ce que vous comprenez cela?
Bon, moi je comprends, ouais. Je comprends. Moi-même j'ai été ambassadeur à Londres. À Londres, oui. Où il y a une diaspora vraiment virulente. C'est d'ailleurs de là qu'est parti le moment des combats. Voilà, voilà. Alors, ce que j'ai perçu auprès de nos compatriotes de la diaspora, c'est qu'ils ne comprenaient pas pourquoi leur pays, si riche, ne parvenait pas à s'en sortir. Ça s'est passé à un moment, à une période où les gens sont fatigués. Avec la montée de l'extrême droite en Europe. Bien sûr. Donc les deux vont ensemble. Avec la montée de l'extrême droite en Europe, qui ne veut plus d'étrangers, alors nos compatriotes de la diaspora se sont retrouvés, mon Dieu, si je ne peux plus, si je suis mal à l'aise ici, en Europe, où vais-je aller? Il n'y a qu'au Congo. Mais entre-temps, au Congo, les choses ne sont pas ce qu'elles devraient être. Oui. C'est la faute à qui? C'est la faute à Kabila. Alors, c'est comme ça que moi j'interprète la chose. Bien sûr. Alors, lui, moi j'étais son conseiller au président Kabila, je lui ai dit, c'est une couleuvre qu'il faut avaler, tout simplement. Vous êtes chef de l'État et vous devez endosser, vous êtes responsable du bien, tout comme du mal. Alors, quand on vous accuse de ça, il ne faut pas se faire du mauvais sang. Au contraire, ça doit nous pousser à améliorer les conditions pour que les Congolais de la diaspora qui veulent revenir, qu'ils soient à l'aise pour revenir au pays. Il a dit oui, voilà, c'est sur ça que nous sommes en train de travailler. Et ce désamour avec la diaspora, c'est vraiment une résultante, entre autres, de la montée de l'extrême droite en Europe. Mais ce qu'il faut savoir également, c'est que la génération qui est vraiment virulente, c'est ma génération. Hein? La soixantaine révolue. Bien sûr. Vous voyez? Élégante. Merci. Merci bien. Alors, vous voyez, nous, quand on a terminé nos études secondaires, beaucoup de gens sont allés en Europe étudier, moi-même, entre autres. Tout comme moi. Voilà. Nous sommes allés en Europe et maintenant, on se rend compte que, attendez, on ne va pas mourir ici. Il faut rentrer au pays. Mais entre-temps, le pays est instable. Le pays est ceci, le pays est cela. Il va sans dire que... Le pays n'offre pas les garanties. Voilà. En retour. N'offre pas les garanties au retour de ses ressortissants. Et du coup, le responsable, c'est le père de famille. Et à ce moment-là, s'appelait Joseph Kabila. Moi, je ne le prends pas avec du mauvais sang, mais je le comprends de cette façon-là. Bon, j'espère quand même que, aujourd'hui notamment, on a vu beaucoup de personnalités de la diaspora revenir grossir vos rangs. Donc, tout n'est pas perdu. Ouais. Même si le mouvement des combattants ne s'est pas arrêté avec les élections. Non, absolument pas. Moi, je crois qu'il faut d'abord résoudre la question de la double nationalité et puis offrir des possibilités aux Congolais de la diaspora de revenir au pays. Je vais vous donner un petit exemple rapide. J'étais de ceux qui ont négocié le contrat de Tenke Fungurume, de la mine de Tenke Fungurume au Katanga, avec les Américains. Et donc, c'était moi l'interface avec le chef de l'État et tout ça. Alors, quand ces gens sont arrivés, lorsqu'ils ont ouvert l'usine, donc les travaux pour commencer à faire mettre leurs sondes et tout ça. Évaluer voilà. Les téneurs et tout ça. Ils ont amené 1500 ingénieurs, australiens, sud-africains, américains, britanniques et tout ça. Ils sont venus et ils sont allés par Lubumbashi, par Likasi, à Tenke Fungurume, qui est vraiment dans la forêt. Ils devaient vivre là-bas. Alors, du coup, il s'est posé un problème. Ils m'ont appelé. Ils m'ont dit, Monsieur Kikaya, comment nous faisons pour laver nos jeans? Ce n'est pas des gens en costume cravate comme vous et moi. Oui. Ils portent des jeans, des t-shirts, leurs chaussettes sales et tout ça. Ils disent, mais comment on fait pour laver? Est-ce qu'il y a c'est où le lavage rapide ici? Oui. Je dis, il n'y en a automatique. Pas. Il faut aller à Lubumbashi. Il n'y avait aucune société à Lubumbashi qui pouvait garantir le lavage de jeans et de t-shirts de 1500 personnes. Au moins 2 fois par semaine. Il fallait louer un avion et emmener le linge sale en Afrique du Sud. D'accord. Vous voyez? Alors, imaginez maintenant un Congolais. C'est une opportunité. Oui. Qui vient, il s'installe.
Il amène son matériel. Une dizaine de machines à laver Oui. qu'il peut acheter à crédit Oui. en Europe, Oui. puisqu'il est en même temps français. Mhm. Il achète ça à crédit.